Rechen. Nous avons créé une agence avec Philippe Robert qui s'appelait Rechen et Robert, qui s'appelle maintenant Rechen et Robert et Associés, et qui évolue encore. Et cette agence, on l'a créée au milieu des années 70, au moment du premier choc pétrolier et au moment du début de la désindustrialisation rapide de tout un ensemble de secteurs industriels, dont la sidérurgie, le textile, etc. En fait, c'est une période charnière, c'est le premier choc pétrolier, où on commence à parler des mutations économiques. C'est aussi une période curieuse, parce que autant aujourd'hui on cherche à réindustrialiser, autant on a désindustrialisé avec une très grande brutalité. Et on a créé donc des territoires de friches industrielles. Et ces territoires, ils étaient destinés pour les meilleurs à devenir des terrains à bâtir, et pour ceux qui étaient mal situés, à rester des friches. Et c'est une première notion que je trouve assez intéressante, parce qu'on a tendance à toujours prendre l'urbanisme sous l'angle du développement. Là, on s'est aperçu qu'il y avait des distorsions gigantesques entre ces territoires de l'industrie qui faisaient de la ruine ou qui faisaient de nouveaux quartiers. Prost, en arrivant au Maroc, avec l'OTE, avait comme message la protection absolue des cultures et du patrimoine. Donc ça veut dire qu'on ne touchait pas au Médina, on travaillait avec la Médina dans de nouveaux tracés. La deuxième donnée, c'était la donnée climatique, une culture, un climat, c'est-à-dire on composait avec le climat. Et puis le troisième élément, c'était le style, donc de pouvoir produire des villes contemporaines autour de l'installation du chemin de fer, autour de systèmes fiers de nouvelles dimensions, et d'installer ce système avec un souci du futur, de la modernité. Et l'art déco, quand on l'analyse aujourd'hui, qui est un peu la période classique du mouvement moderne, très différent de l'art nouveau, on s'aperçoit que c'est une éponge de la réalité, c'est-à-dire que les décors arabes ou marocains ou les décors asiatiques ou d'autres types de décors font que l'art déco absorbe cette énergie, mais aussi ce formalisme. Et donc c'est à la fois universel et quelque chose de localisé. Ce qui veut dire qu'en fait, pendant la guerre de 14, le laboratoire de l'urbanisme français, c'était Casablanca. La loi sur la construction des villes, c'est une loi marocaine, on appelle ça un daïr, qui a été édictée en 1917 et qui est devenue en 1919 la loi Cornudet, qui est la première loi d'embellissement et d'extension des villes françaises, qui a couvert toutes les villes françaises, depuis les villes moyennes jusqu'à la région parisienne. C'est une invention qui dépasse très largement la logique d'une installation qu'on pourrait appeler coloniale. C'est au contraire un véritable laboratoire qui a duré après, jusqu'après la guerre, dans lequel le meilleur, si je peux dire, de l'urbanisme a été convoqué. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est pas seulement l'histoire, c'est le fait que l'histoire se répète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de dessiner la ville par la nature, de commencer par travailler les continuités naturelles et de concevoir l'urbanisation comme une installation, ben c'est exactement ce qui nous manque et qu'on est en train, je l'espère, de ressortir de l'esprit du zonage qui a circonscrit l'action urbaine à un esprit du territoire, c'est-à-dire à une action qui procède par lien et par lieu, à l'image de toutes les installations humaines de toutes les époques. Et mon amour de Rabat ou de Casablanca ou de ces villes marocaines, c'est que j'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu dessiner ces villes ou les concevoir en moins de 30 ans, les développer et les réaliser en moins d'un siècle, et aboutir à faire une ville historique et universelle au bout d'un siècle. Ça veut dire que les ingrédients qui ont été assemblés
était d'une nature supérieure, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de nécessité dans ce qui a été installé qui fait qu'on atteint cette logique d'universalité. L'idée d'une ville globale dans laquelle la nature, les infrastructures et le bâti sont dessinés d'une même main a été transformée autour d'une idée de l'après-guerre assez simple, c'est qu'il fallait aller vite, la question de l'agriculture ne se posait pas, construire dans un champ de betteraves, ce n'était qu'un champ de betteraves, détruire des arbres, j'allais dire, ce n'était pas la préoccupation en milieu urbain. Et donc, s'est installé un système de développement qui a divisé la question du sanctuaire de la question du développement. Et le développement a été mis sous le signe de la table rase, c'est-à-dire un développement agressif, alors que le sanctuaire a été mis sous le signe de l'absolu, c'est-à-dire défense patrimoniale et défense naturelle. Parcs nationaux, les grands monuments, mais paradoxalement, on a accepté de sacrifier des magnifiques tissus urbains ou des tissus de faubourg qui avaient une richesse inouïe. Le développement durable a commencé à changer un peu la donne, mais de façon tranquille, c'était pas pour tout de suite. On savait que c'était grave, mais on allait avoir le temps d'agir, jusqu'au moment où on a reçu le ciel sur la tête et où on compte les jours les plus chauds de l'année et où le réchauffement climatique devient quelque chose de tellement prégnant en termes économiques, en termes de population abandonnée et en termes de confort climatique, que là, il y a un moment différent. Et que je crois que ce moment différent, il impose de reprendre le chemin du sol des villes, de comprendre ce que c'est qu'un sol, avec une épaisseur, une hydrologie, etc., de comprendre ce que c'est que la renaturation, de s'appuyer sur le zéro artificialisation net pour fabriquer un projet et non pas une statistique. Donc en fait, c'est un mouvement de mutation extrêmement important. Et quand on regarde bien, l'urbanisme d'extension et d'embellissement peut être considéré comme un précurseur d'un urbanisme territorial constitutif non pas seulement de mètres carrés habitables, mais de milieux habités. Il faut une fois pour toutes décider que l'urbanisme n'est pas seulement la gestion des droits à construire. À un moment, il faut qu'on arrive à avoir une logique qui soit une logique de diffusion et non pas de concentration. C'est-à-dire commencer par sortir de l'esprit de zone. On n'est pas là pour produire des zones les unes à côté des autres, on est là pour construire des milieux, pour construire des réseaux. Et donc, il faut arriver à construire une architecture de la ville qui fasse apparaître cette multiplicité d'actions et qui dissocie ce qui est du ressort du bien commun et ce qui est du ressort du bien privé. Et paradoxalement, ça ne se distingue pas entre action publique et action privée. Il y a une question que j'utilise beaucoup, qui est la dynamique du non-événement, c'est-à-dire de dessiner tout, y compris les erreurs que l'on pourra éviter et qu'on n'évitera pas si on ne les dessine pas. Et je pense que le non-événement dans l'urbanisme, c'est quelque chose d'extrêmement important pour éviter de passer sa vie à réparer des erreurs conceptuelles commises précédemment. C'est quelque chose d'assez fort parce que avec les élus, quand on a des dialogues, ce dialogue, vous apercevez qu'il est toujours pertinent, mais jamais mis à l'échelle. On parle de concept sans que ce concept soit vérifié dans une relation à un territoire. Et donc, quand on met à l'échelle les choses qui sont dites, eh ben, un élu est capable de reconnaître lui-même qu'il vient de dire une bêtise, parce que ce n'est pas ce qu'il a dit, la bêtise. C'est que là où ça ne va pas marcher. Donc, c'est une méthode qui consiste à toujours lutter contre la modélisation.
Si j'avais un slogan à installer, c'est ici et pas ailleurs. C'est-à-dire que le contexte, c'est une relation entre un site, une situation et un projet. Et pour bien l'établir, il faut que tout soit à la même échelle. La parole, les chiffres, les actions, etc. C'est toute la relation entre l'urbanisme et la ville, c'est que la ville, c'est quelque chose qui arrive un certain nombre d'années après. Une ville se construit par les flux qui la traversent. À partir d'une ville de réseaux de rues et de places, qui nous a tenus pendant pas mal de siècles et qui a été inventée comme une sorte d'illusion à la Renaissance, pour retourner dans quelque chose de discontinu qui crée cette logique de lien et de lieu. L'idée des liens et des lieux, c'est le fondement de la ville européenne. Et on peut même dire que dans la ville européenne, cette ville n'est aboutie que quand les liens sont aussi des lieux. C'est-à-dire, je fais référence par là aux infrastructures hostiles, c'est-à-dire les infrastructures routières qui ont divisé le territoire autant qu'elles reliaient les espaces. C'est-à-dire, à un moment, on a construit des coupures en même temps qu'on construisait des liaisons et on a ségrégué le territoire par des infrastructures. Donc en fait, le budget de la route, il est consacré aujourd'hui à réduire ce qu'on a augmenté avant. Le deuxième miracle, c'est le miracle j'appelle ça l'effet tramway, c'est-à-dire qu'à un moment, on a certes démoli tous les tramways de l'avant-guerre qui avaient un charme fou, mais on a inventé une petite merveille qui est le transport en site propre. C'est-à-dire qu'on a rétabli dans les villes quelque chose qui amène à une ville inclusive, c'est-à-dire sur 15 km, on relie des quartiers qui s'ignoraient, qui amène à la maîtrise du temps, c'est-à-dire qu'on est passé de l'obsession de la vitesse à la maîtrise du temps. Quand on est dans la mouvance d'un tramway, on sait les temps qu'on va mettre et on sait organiser ses journées. Donc cette maîtrise du temps par rapport à l'obsession de la vitesse, c'est un deuxième élément magique, si je peux dire, de l'effet tramway. Le troisième élément, c'est la ville d'embellissement et d'enrichissement, c'est-à-dire qu'on a créé des lignes d'embellissement. L'urbanisme de résonance passe par quelques règles de transport, de création de vastes réseaux piétonniers, mais surtout de reconstitution des continuités naturelles. Dans les villes, si on regarde ce qui a disparu, c'est les sols naturels, tout s'est durci, on a artificialisé. Et ce qui a disparu aussi, c'est les continuités. Ce n'est pas vrai dans tous les pays par ailleurs. Vous allez à Berlin, vous comparez Berlin à Paris, vous comprendrez tout de suite comment dans la ville de Berlin, les continuités naturelles ont été respectées. Vous allez à Rabat, vous comprenez comment par le travail de Prost, les continuités naturelles, c'est-à-dire les interstices de toutes sortes, une fois végétalisées, traitées et entretenues, fabriquent une ville merveilleuse. Cette démarche-là, elle est universelle. Ce que l'on met en avant, ce n'est pas les droits à construire, c'est le cadre dans lequel les droits à construire s'installent. Donc en fait, le vide doit précéder le plein. Je pars du principe que le rapport aux futurs habitants, parce que c'est toujours délicat de travailler avec des gens qui sont soit des habitants déjà là, qui se sentent perturbés par le développement. Il y a quand même un syndrome dans les villes qui s'appelle après moi personne, hein. C'est-à-dire j'ai acquis un confort, je veux le garder et que rien ne se passe autour. Donc c'est un problème délicat. Et puis après, il y a une question de la concertation et de sa nature qui fait que cette sorte de débat politique qui en France n'est pas organisé comme un débat de projet, mais comme un débat de revendication. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des logiques d'affrontement, des logiques assez schématiques, si je peux dire,
Et donc c'est difficile de sortir de ça. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des méthodes qui soient simples, mais surtout applicables à des contextes différents. Cette méthode, elle fait que vous avez une première exigence, qui est l'exigence de l'information. Et quand vous bâtissez un projet ou un projet territorial, expliquez aux gens quels sont les enjeux de ce projet. Et je peux vous assurer que quand on met en avant les îlots de fraîcheur et les continuités naturelles dans lesquelles les gens vont habiter, ils n'ont pas la même attitude que quand vous leur parlez des mètres carrés qu'ils vont acheter ou des logements qu'ils vont acheter. Donc en fait, commencez par l'information et commencez par le vide. C'est-à-dire une information bien faite, honnête, et qui explique qu'est-ce que c'est qu'un milieu habité. Le deuxième élément, c'est la concertation. Et quand vous faites des concertations, la digression est la règle. Donc, vous partez du principe que vous allez partir dans tous les sens. Donc il ne faut jamais concerter sur le projet, mais sur des thématiques de projet. J'ai appris ça en Allemagne. C'est-à-dire quand on concerte sur une thématique, ça donne le droit aux animateurs de revenir à la thématique. Donc c'est une sorte de garde-fou, ce qui n'empêche pas de laisser les gens digresser, mais disons que ce qui doit être retenu est thématisé. Alors la thématique de la nature, elle est consensuelle, la thématique de la mobilité, ça dépend des situations. Puis après, vous avez d'autres thématiques plus abstraites, comme le performantiel, le bas carbone, des choses comme ça. Donc on fabrique des concertations thématisées. Le troisième élément, c'est l'appropriation. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens s'approprient un projet, il faut leur donner des terrains d'appropriation. Alors ça peut être de l'urbanisme transitoire, comme on dit aujourd'hui. Nous, on appelait ça l'occupation temporaire du Noël désaffecté, si vous voulez, des usines éphémères. Il y a eu tous les noms qui sont passés. Donc fabriquer de l'appropriation tout de suite, que les gens puissent le faire. Et puis fabriquer aussi de l'appropriation autour de fonctions, de services, qui préparent la pérennité, c'est-à-dire pouvoir ensuite piocher dans les fonctions temporaires pour avoir un réservoir de fonctions pérennes. Vous voyez, de ne pas être seulement dans le moment présent, après quoi le projet va se refermer. Et ces trois éléments, vous pouvez les appliquer dans différentes cultures et différents territoires. Les lieux ne sont pas les mêmes, les cultures ne sont pas les mêmes, donc en fait, dans des contextes différents, on a des méthodologies différentes. Le principe même de l'urbanisme, c'est la logique de la réduction progressive des incertitudes. C'est-à-dire que un projet doit pouvoir évoluer, doit pouvoir se préciser, doit pouvoir changer, alors que le règlement de l'urbanisme, lui, est dans le domaine de la chose jugée. C'est-à-dire on a édicté un règlement et on l'applique. Et quand on fait une concertation, selon les cultures et selon le type de projet, on voit bien qu'on a des réactions très différentes. Quand on concerte sur un quartier un peu dense, etc., en France, on tombe assez vite dans une idée simple, c'est que construire est une faute. C'est-à-dire que déjà, dès le départ, on n'est pas dans le fil conducteur de ce qu'attendent les gens. Par contre, ils ont bien envie d'être logés par ailleurs. Mais disons qu'il y a une question sur la densité et une question sur l'idée qu'on construit trop, qui est une idée qui se répand très vite. En France, vous travaillez sur quelque chose qui est de l'utilité publique. Donc dans le principe, pas toujours aujourd'hui, parce qu'on ne maîtrise pas forcément tous les sols, mais on a le pouvoir de les maîtriser. Et donc, cette logique d'utilité publique, elle part elle-même de la chose jugée. C'est-à-dire le public a décidé que ce qu'il allait faire était d'utilité publique. Et donc, on est dans une logique où la concertation se situe plus en opposition
ou en revendication qu'en acceptation d'un processus. Et ça, c'est quelque chose d'assez délicat, et ça revient à ce que je disais précédemment, déjà de diviser les choses entre l'information, la concertation thématique et l'appropriation, donc de laisser aux gens des marges de manœuvre. Quand on est sous le régime de la démocratie directe, la Suisse, ou d'une certaine façon l'Allemagne, ou le Danemark, ou les pays du Nord, on voit que le système est basé sur le respect du vote. C'est-à-dire qu'on est devant des gens qui sont partie prenante d'un processus, qui ont un réel pouvoir d'acceptation ou pas, mais on a droit à toutes les réponses sauf à non. C'est-à-dire qu'une fois que le projet est sur la table, on parle du projet. La personne qui dit « je ne veux pas de ce projet », elle n'est pas dans la discussion. Et à ce moment-là, on discute plus du comment faire que du quoi faire. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une étape préalable. Et donc, on est dans un système où le respect du vote est la règle et où la discussion est plus courtoise, plus longue, plus délicate, ça prend longtemps. On peut demander des variantes multiples, etc. Mais quand les projets se font, ils ont réellement l'adhésion de la population qui a eu à en juger. Ce qui veut dire qu'il faut, une fois pour toutes, décider que l'urbanisme n'est pas seulement la gestion des droits à construire. Vous avez cette année la Biennale de Venise, qui est une biennale de l'Afrique. La commissaire Leslie Loco, qui est ghanéenne et londonienne aussi, a installé un dispositif sur les territoires du futur ou les enjeux du futur, qui paradoxalement repart de l'individu, repart de la proximité et redonne à chacun des droits, des devoirs et des capacités qui sont à sa portée. Et c'est une biennale très incommodante pour les marchands de mètres carrés, parce qu'on y parle peu d'architecture, on y parle peu de développement métropolitain au sens où on l'entend aujourd'hui, mais on y parle beaucoup de la restauration des modes de vie et de la façon dont les gens peuvent se réapproprier leur mode de vie et leur façon de vivre pour faciliter les actes de la vie quotidienne, créer des systèmes de sécurité et de confort et fabriquer des territoires habités d'un nouveau genre. Il y a deux mouvements qui peuvent paraître contradictoires. Il y a un mouvement de virtualisation, donc d'extension de l'échelle communautaire, dont on vit peut-être, j'espère, les maladies de jeunesse à travers des réseaux sociaux, mais disons que c'est quelque chose qui est un peu inéluctable aujourd'hui. Donc il y a au travers de ce mouvement une déréalisation des esprits. C'est-à-dire les gens se constituent un espace de vie dans lequel il n'y a plus de temps de repos. C'est-à-dire qu'être connecté, c'est être toujours sollicité par une activité, qu'elle soit virtuelle ou réelle. Ça va changer la société dans son fonctionnement, mais ça va aussi changer le cerveau, les esprits. C'est-à-dire que la résistance à la solitude, la capacité de flânerie, la capacité de vivre un rêve physique n'est plus la même. Donc c'est une des grandes questions d'aujourd'hui, c'est que l'espace réel devient d'une certaine façon un accessoire de l'espace virtuel. Je pense que commencer à retravailler sur un paradis universel, y compris dans les villes, c'est un vaste projet, c'est pas seulement une statistique de carbone ou de renaturation, qui sont certes nécessaires, mais si elles ne produisent pas un projet, elles ne produiront pas de société. Elles auront simplement une vertu performantielle. Le second mouvement, c'est justement le fait de créer un réel attractif, en s'appuyant sur des valeurs qui soient des valeurs simples et attendues et compréhensibles par tous.
de l'outil numérique. Quand on demande aujourd'hui à Richard Sennett, par rapport à son livre Bâtir et habiter, donc qui fait le lien entre les deux, on lui demandait qu'est-ce que vous pensez des smart cities. Vu son air pessimiste, aujourd'hui c'est la mauvaise qui gagne, c'est-à-dire c'est le système marchand, je veux dire, qui se développe, mais lui a travaillé sur d'autres systèmes, au MIT et dans ses travaux aux États-Unis, pour que cette smart city soit à la fois marchande et non marchande, et qu'on puisse avoir quelque chose qui soit la base de constitution d'une vie de proximité qui associe le réel, la nature, le patrimoine, les lieux, etc., à un mode de vie qui, lui, n'est plus le même, mais qui va intégrer l'autopartage, qui va intégrer des tas de services à la personne, ou des tas de systèmes de troc ou d'échange par le biais du même outil. Je peux vous citer un projet qu'on réalise au Luxembourg sur une ancienne Assyrie, Esch-sur-Alzette, et on est toujours devant le problème des quartiers résidentiels, c'est-à-dire des quartiers où la question de la mixité ne se situe pas au niveau du quartier, mais au niveau du quartier étendu. Donc en fait, c'est un vaste territoire, et nous, on intervient sur une douzaine d'hectares pour réaliser à peu près 170 000 m² de logements. Sur ce territoire, il y avait une aciérie, et cette aciérie a été démantelée, a été démolie, et il reste 5 halles industrielles. Et ces halles ont été inscrites au classement du monument historique de la ville, donc elles sont protégées, il fallait construire le quartier avec. L'idée qu'on a proposée, c'est de construire un couple patrimoine nature qui soit le fil conducteur de la vie sociale du quartier. Donc, en fait, les bâtiments anciens sont considérés au départ comme des tiers-lieux qui vont trouver progressivement leur fonction pour construire un réseau de vie sociale. Ces bâtiments, ils sont reliés par une allée de la culture industrielle, on l'a appelé comme ça, qui est en fait un très grand jardin linéaire où on va d'un de ces bâtiments à l'autre en parcourant des espaces naturels. Et ensuite, le bâti est considéré comme des îles habitées qui a elle-même un autre niveau de la vie sociale, qui est le niveau de la cohabitation à l'intérieur d'une unité. Et ces unités, elles ont leurs propres règles, leur propre programmation, leurs propres services aussi, qui se complètent par un service collectif dans lequel il y a une identification à ce service collectif par la nature et le patrimoine. Et donc on est devant un système qui finalement est assez intéressant parce que on a d'un côté un principe collectif et de l'autre côté un autre principe collectif, si vous voulez. C'est-à-dire que les deux niveaux de cohabitation s'articulent autour d'une proximité, d'un système élargi, lequel système élargi est lui connecté à un système encore plus large. Et ça, c'était pas évident à mettre en place, on le fait, on le construit, puisque les gens qui vont habiter ce quartier auront une carte unique, une sorte de passe, qui donne accès à tout un ensemble de choses, et dans lequel on a proposé, et c'est pas moi qui l'ai analysé, c'est une recherche assez complète, y compris économique, on a sur la même carte des logiques marchandes et des logiques non marchandes. Donc des logiques d'échange, des logiques de partage de toutes sortes, et puis des logiques de consommation, dans lesquelles on peut réserver des services, garer sa voiture, mettre ses ordures en tri sélectif que l'on paye au kilo. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans le réel, mais par rapport au pessimisme de Sennett, je trouve que c'était une petite avancée sur quelque chose qui revienne à une éthique de la ville, comme il le dit.